Bonjour tout le monde et bienvenue à Près de chez soi. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Félicien puisque nous sommes venus visiter le planétarium. Donc, je suis avec le responsable du planétarium, M. Boivin. Donc, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Merci de nous recevoir, en fait, dans votre planétarium. Merci. Alors, merci à vous d'être venu. Là, ça a été fondé quand, ça, le planétarium? Ben, en fait, ça a parti du Club d'astronomie Les Boréalides. Alors, en 2007, le club s'est fondé. Et on avait nos activités à ce moment-là au Cégep de Saint-Félicien. Et en 2012, au printemps 2012, la Ville nous a offert de venir nous installer ici, dans l'ancienne école de Relance Action. Alors, le planétarium a vraiment commencé à prendre forme à ce moment-là. Et puis là, c'est quoi exactement que le planétarium? Bien, le planétarium, en fait, c'est un centre astronomique dans lequel on offre comme deux grandes activités. Alors, on a l'activité planétarium comme telle, qui est comme le planétarium de Montréal. C'est une sphère. Alors, les gens s'assoient dans la sphère et on a un projecteur spécial qui projette le ciel 360 degrés. Et tout ça, c'est animé. Alors, on est capable d'aller voir les planètes, les étoiles de proche, les galaxies, les nébuleuses. Et tout ça, et à chaque soir, présentement, durant l'été, on offre un spectacle différent. Alors, on a une vidéo qui est 360 degrés aussi, en français, naturellement. Et c'est un spectacle différent chaque soir. Alors, du mercredi au samedi, à partir de 7h30, ça débute. Alors, ça, c'est la première activité. Et la première activité comprend aussi les deux salles d'exposition qu'on a ici. Okay. Alors, la salle des découvertes dans laquelle on est présentement, et aussi la salle, l'autre côté, qui est l'exposition permanente, qui parle de l'histoire de l'astronomie. Okay. La deuxième activité qu'on offre à partir de 9h30, eh bien, c'est à l'extérieur. Alors, celle-là, il faut qu'il fasse beau pour que ça se réalise. Alors, on comprend que le planétarium, qu'il pleuve, qu'il fasse mauvais, que ce soit le jour ou la nuit, on peut faire les spectacles tels quels. Okay. Donc, à partir de 9h30, on offre la possibilité d'aller à l'extérieur, dans l'observatoire. Et à ce moment-là, eh bien, on peut regarder de nos yeux les objets qu'on a vus dans le planétarium un petit peu avant. Okay. Alors, présentement, on peut voir Mars, on peut voir Saturne. On voit des étoiles de couleurs différentes, on voit des étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, on voit des nébuleuses, des étoiles qui sont mortes. Alors, il y a toutes sortes de choses qu'on peut voir et à date, je trouve que les gens sont vraiment intéressés par de venir à l'observatoire, même si c'est tard dans la soirée. Et puis là, les spectacles que vous présentez, c'est quoi ces spectacles-là? En fait, le spectacle, comme ce soir, mercredi, eh bien, c'est l'univers au télescope. Alors, c'est le début, c'est l'introduction des télescopes en astronomie. Et ça s'est fait vers 1609 par Galilée. Avant lui, on dirait que personne n'avait pensé d'utiliser un télescope pour regarder les étoiles ou les planètes. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les astronomes ont commencé à faire des découvertes fantastiques. D'ailleurs, comme demain, c'est une autre vidéo qui parle d'un réseau de radiotélescopes au Chili qui va aller scruter les confins de l'univers. Alors, si quelqu'un veut en apprendre plus sur où on vient, puis peut-être où qu'on s'en va après, eh bien, ça sera le moment. Vendredi, c'est l'eau dans l'univers. Alors, comment est-ce que l'eau s'est créée, comment l'eau s'est fabriquée à partir des étoiles? Parce que l'eau, ça vient des étoiles, même si c'est pas évident à comprendre, mais dans le planétarium, avec le spectacle qu'on offre le vendredi soir, qui est l'eau dans l'univers, eh bien, c'est très bien expliqué. C'est accessible pour la famille. Toutes les vidéos qu'on a en main sont faites pour monsieur, madame, tout le monde, et même les jeunes adolescents. Et finalement, le samedi, eh bien, c'est le retour sur la Lune. Alors, c'est une vidéo qui a été faite par Google, alors le moteur de recherche, et lui a lancé une compétition de 30 millions de dollars pour retourner sur la Lune. Okay. Alors, cette compétition-là, eh bien, elle est très bien expliquée sur la vidéo, qui est 360 degrés. Alors, il nous explique la Lune en détail, et c'est vraiment spectaculaire, hein, parce qu'on a l'impression qu'on flotte dans le système solaire, dans l'univers, dans la galaxie, et on voit les objets qui nous passent de chaque côté. Alors, c'est comme si c'est mieux que du 3D. Puis ça se passe dans une espèce de dôme gonflable. Est-ce que c'est ça? Oui, effectivement. Alors, le planétarium comme tel, c'est une sphère, une demi-sphère qui est gonflée.
Et on s'assoit environ une trentaine de personnes à l'intérieur. Et c'est ça, on fait la projection 360. On va le voir tout à l'heure. Vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. Et puis là aussi, quand on parle justement d'astronomie, on parle de télescope. J'imagine que vous êtes équipés pour ça. Oui, ben oui. Dans l'observatoire, on en a un. Et même, on a les Dolbeau nous ont légué leurs anciens télescopes qui étaient au Centre Astro. Et on peut en voir un ici en arrière. Alors, c'est ça. Donc, on a plusieurs télescopes. On est très bien équipés pour ça. Et même tout à l'heure, on regardait le Soleil avec un télescope un peu spécial qui nous permet de voir dans la bande du H-alpha qu'on appelle. Et c'est le seul télescope qui permet de voir les protubérances, les flamèches, les explosions, vraiment, là, qu'on peut les voir sur le pourtour du Soleil, comme on voyait tout à l'heure. Et puis là, ici, là, c'est la salle des découvertes. C'est comme ça que vous appelez ça? Oui, c'est la salle des découvertes. Alors, on a environ une quinzaine de thématiques ici que les gens, soit avant la présentation du spectacle ou après, peuvent venir regarder, lire, s'amuser, poser des questions. Est-ce que c'est possible que vous nous présentiez un peu ce qu'on retrouve ici, en fait, comme la table derrière moi? Si on prend l'exemple ici, on voit le Soleil. Alors, ça, c'est le système solaire à l'échelle. OK. Alors, si je prenais le Soleil gros comme il est présentement, qui a 1,5 million de kilomètres de diamètre, et que je le ramène environ à 60 cm de diamètre, eh bien là, souvent, je demande aux jeunes, quelle grosseur vous pensez que la Terre doit avoir par rapport à ça? Okay. Alors, si tout ça était rapetissé dans la même proportion que le Soleil, eh bien, ils sont quand même assez surpris parce que ça, c'est la grosseur que la Terre a à côté du ballon qui est là. OK, c'est très petit, là. Oui, c'est vraiment petit. Alors, on peut voir que Mercure est encore plus petite. Mars, c'est à peu près la moitié de la grosseur de la Terre. Et Vénus et la Terre, sensiblement la même grosseur. OK. Et après ça, bien, on a les autres planètes. Alors, on a Jupiter. Alors, on peut voir que Jupiter, ici, c'est la plus grosse planète, mais malgré ça, elle ne fait pas le poids, hein, elle est toute petite. Alors, ici, on a Saturne, Uranus et Neptune. Alors, ces 4 planètes-là, ce sont des planètes qu'on appelle joviennes. Alors, c'est des planètes gazeuses. Et celles-là ici, ce sont des planètes, comme c'est marqué ici, des planètes telluriques, autrement dit, faites de roches. Okay. C'est la grosse différence entre les deux. Ensuite, eh bien, on pourrait peut-être regarder ici, on a une collection de météorites. Ah, OK. Alors, là-dedans, on a de faux météorites et on a de vrais météorites. Okay. Alors, un vrai météorite, alors chaque météorite a une description, le faux météorite a une description. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, les gens nous apportent des roches et nous disent « Hey, ça, c'est-tu un météorite? » Bon. Alors, c'est pour ça qu'on a mis des fausses météorites pour montrer aux gens que certains morceaux de pierre, certaines pierres peuvent ressembler à des météorites, mais ça n'en est pas. Okay. Alors, ça, c'est un vrai météorite. On voit tout de suite, quand on le prenait dans nos mains, c'est pesant. Parce que c'est fait de fer puis de nickel. Et ce qu'on peut dire de ce morceau-là, c'est que c'est un morceau qui date de la formation du système solaire. Alors, ça a 4,5 milliards d'années. Okay. Alors, c'est quand même assez vieux. Et la grande caractéristique, c'est que si on approche un aimant, l'aimant va coller. Ah, OK. Parce qu'il y a du fer dedans. Après ça, bon, on a d'autres, des faux météorites, des gens qui essaient d'en vendre sur Internet. Comme ça, ici, c'est un résidu de fonderie qui a été retrouvé en Chine, mais qu'on avait essayé de vendre comme météorite, parce que ça a un aspect vitreux, et ainsi de suite. Donc, on en a plusieurs ici, des météorites. Et la pièce principale de notre collection, c'est cette météorite ici. Alors, c'est le tout petit fragment qu'on voit ici. Okay. Il pèse 1 kilogramme, mais la grande caractéristique de ce morceau-là, c'est qu'il nous parvient directement de Mars. Ah, OK. Et des météorites qui viennent de Mars, sur la Terre, il n'y en a pas plus qu'une centaine de répertoriés. Oh. Alors, nous, ce qu'on a, c'est un morceau de 1 météorite. Alors, le plus gros météorite avait 2,13 kilos. Alors, ça, c'est juste 1 gramme. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Alors, puis, c'est un collectionneur de l'Ontario que j'ai trouvé sur Internet qui nous a envoyé un certificat d'authentification okay. avec ça. Donc, alors, il y a toute une histoire qu'on peut compter avec ça, parce que des météorites, là, il en tombe des tonnes à tous les jours sur la Terre. Et la plus grande partie des météorites qui nous tombent sur la tête, eh bien, sont constituées de poussière. Ah. Et cette poussière-là, bien, on est capable d'en ramasser si on a un toit en métal avec des gouttières et on récolte l'eau de pluie.
eh bien, fort probablement qu'on va retrouver des petits morceaux comme ça. En prenant un aimant, on le passe dessus, puis ça colle. Donc, oui. Alors, ça fait comme nous confirmer que ça vient probablement de la ceinture d'astéroïdes. Alors, tantôt, quand je parlais des astéroïdes, de celui-ci, lui, il vient de la ceinture d'astéroïdes qui est située entre Mars et Jupiter. Alors, dans le planétarium, tantôt, on est capable de le montrer, c'est quoi exactement cette région-là. Et des météorites ou des astéroïdes, il y en a au-dessus de 600 000 quelque chose qui sont déjà répertoriés, et on pense qu'on en a juste la moitié de fait. OK. Puis là, ensuite, vous avez des images, j'imagine. Ces dessins-là, c'est qu'on a, dans le club d'astronomie, on a une de nos membres qui est professeure à la Cité de Roberval, et sa classe nous ont produit ces dessins-là, et nous, on les a exposés ici et dans le passage. Alors, cette thématique-là s'appelle le plasma, et 99% de toute la matière qui existe dans l'univers est faite de plasma. Alors, le plasma, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un gaz qui est ionisé, un gaz qui est électrifié. Alors, dans la boule ici, on a un gaz qui est neutre au départ, et lorsqu'on applique une charge, eh bien, on a un courant électrique qui se produit, et on peut s'amuser à... C'est comme des éclairs qu'on produit en faisant ça comme ça, là. Mais une des raisons pourquoi, parce que je me disais 99% de la matière de l'univers, c'est important qu'on puisse voir c'est quoi, c'est le plasma. Mais aussi, le plasma, ça peut être d'autres choses aussi, de la façon qu'on peut l'expliquer, c'est que les nébuleuses dans le ciel, normalement, c'est des gaz, puis du gaz tout seul, ça ne peut pas s'illuminer. Alors, un peu comme l'ampoule qui est ici, il y a un gaz dedans, c'est un fluo compact. Alors, il y a un gaz qui est dedans, il est inerte, mais si on le visse dans le courant électrique, ça va allumer. Ouais. Mais dans le ciel, il n'y a pas de courant électrique. Mais si je rapproche mon globe ici, on peut voir qu'il s'allume. Il s'allume parce que la boule qui est ici génère un champ magnétique, et le champ magnétique fait en sorte que ça vient exciter le gaz à l'intérieur, et il s'allume. Alors, les nébuleuses dans le ciel, quand on les voit, on va en voir dans le planétarium, ils sont de toutes sortes de couleurs, un peu comme la nébuleuse qui est ici. Okay. Eh bien, ces gaz-là sont illuminés par l'étoile centrale qui excite ces gaz-là et les rend lumineux, un peu comme le fluo compact ici. En l'approchant de la source, eh bien, ça s'allume. Okay. Donc, ça ici, c'est quoi, là? Alors, c'est un radiomètre. Alors, en 1875, un monsieur qui s'appelait William Crookes a voulu démontrer la pression photonique du Soleil. Il voulait voir le Soleil, ça marchait comment. Et il a inventé cette petite machine-là. Cette machine-là, ce principe-là. Alors, en allumant la lumière, les ailettes se mettent à tourner. Okay. Et si je ferme la lumière, eh bien, à ce moment-là, il va arrêter. Alors, ce que lui a essayé de comprendre, c'est qu'est-ce qui faisait tourner les ailettes. Et on peut même voir ici Einstein avec sa fameuse grimace qui lui-même s'est impliqué là-dedans pour essayer de comprendre le phénomène. Et finalement, Einstein a trouvé une partie de la solution, mais pas toute la solution. Il y a deux personnes qui l'ont trouvé. Mais je vais laisser les gens venir le découvrir par eux-mêmes. C'est quoi qui fait tourner vraiment les ailettes par rapport à la lumière. On peut voir la Station spatiale orbitale. Okay. Alors, c'est la Station spatiale internationale. On la voit ici en maquette 3D. Et on peut voir que cette maquette-là, en fait, la Station spatiale en grandeur réelle, c'est aussi grand qu'un terrain de football américain. Okay. Donc, on n'a pas cette impression-là quand on voit les maquettes, mais c'est vraiment immense. Et on peut la voir passer la nuit. Alors, justement, ça fait au moins 2 semaines qu'elle n'était plus visible dans notre ciel. Et c'est ce soir ou demain, il faudrait que je vérifie sur Internet, qu'elle devrait commencer à être visible le soir ici. Okay. Et quand ça passe dans le ciel, c'est l'objet le plus brillant qu'on voit dans le ciel une fois le soleil couché. Okay. Et la Lune aussi. Donc ici, là, on a affaire à quoi? Alors ici, c'est un cherche-étoile géant. Alors, c'est comme dans le planétarium. Ça nous donne la position des étoiles. Admettons qu'on ajuste l'heure de ce soir avec... la date, c'est le 30 ici.
Et on peut voir les heures qui sont ici. Alors, si je le mets à 22 heures ce soir, le 30, 22 heures est là, je le mets le 30. Alors, si je regarde dans l'ovale qui est ici, eh bien, on va retrouver les étoiles exactement dans cette position-là ce soir. Alors, le nord est là, le sud, l'ouest et l'est. OK. Puis, pourquoi qu'on est toujours capable de voir la grande ours? Ah, Pourquoi est-ce qu'on est capable de voir la grande ours? D'un, c'est parce que c'est une constellation circumpolaire qu'on appelle. OK. Et si je fais tourner mon ovale ici, alors la grande ours, on la voit ici. Hein? Alors, c'est qu'elle est tellement proche de l'étoile polaire, c'est qu'elle n'est jamais couchée. OK. Donc, c'est une des constellations. Il y en a quelques-unes comme ça. Qui sont toujours visibles. Qui ne se couchent jamais. OK. Alors, ça nous a été donné par la ville de Dolbeau, après que le centre astro est fermé. Ce petit jeu-là aussi, qui amuse bien les jeunes et même, je dirais, les moins jeunes. Alors, c'est un petit jeu, je ne sais pas s'il est branché. Alors, quand on trouve la bonne réponse, la lumière allume. Ah, d'accord. Fait que c'est ça. Alors, c'est un jeu de constellation. Et une des pièces qu'on a reçues aussi, c'est le fameux télescope du centre astro. Alors, c'est un très beau télescope, un très gros télescope. C'est un des plus gros télescopes amateurs au Québec. Malheureusement, il y avait des morceaux. Il n'y avait pas tous ces morceaux quand on nous l'a donné. Et aussi, c'est une vieille technologie. Okay. Alors, nous, on est à regarder. D'un, on se ramasse de l'argent pour être en mesure de le modifier pour qu'il devienne plus sophistiqué. Autrement dit, on aurait une manette comme celui qu'on a dans l'Observatoire dehors. Je pitonnerais un objet, la Lune, Saturne, n'importe quoi, et le télescope s'en irait tout seul sur l'objet. Okay. Alors, présentement, la technologie dans ce temps-là, quand on l'a acheté, n'était pas présente, mais nous, on veut le modifier pour que ce soit possible d'avoir cette technologie-là. Alors, c'est accessible pour des gens à construire eux-mêmes. D'ailleurs, mon télescope que j'ai à la maison, c'est moi qui l'a fait. Okay. Bien, pas le télescope, mais le système d'entraînement. Donc, c'est possible de modifier ça puis rendre ça très, très performant après ça. Ça, c'est des photos. C'est des photos que j'ai faites à partir de chez moi avec mon observatoire dans ma cour et mon télescope. Alors, moi, c'est une caméra que j'ai montée moi-même avec mon système que j'ai fait moi-même aussi pour entraîner mon télescope. Et moi, je suis dans mon sous-sol et je communique avec le télescope par mon ordinateur. Donc, en plein hiver, quand il fait moins 30, je ne sors pas dehors. je prends des photos, les photos rentrent dans l'ordinateur et c'est ça que ça donne. Alors ici, dans les deux rangées du haut, à part en plein centre, qui est une aurore boréale, ce sont toutes des galaxies. Okay. Et la rangée du bas, ce sont des objets qui sont dans notre galaxie, alors qui sont très près de nous, tandis qu'en haut, c'est très, 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 très éloigné. Puis ça, c'est vraiment là, pour l'arrivée de l'astronomie, en fait, dans le monde. C'est toute l'histoire de l'astronomie. Okay. Alors, ça part de la mythologie grecque, on le voit ici en bas. Alors, ça part des Grecs, il y a plus de 2 à 3 000 ans. Et on fait le tour de toutes les connaissances qui ont été, les grandes connaissances qui ont été développées depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Alors, Einstein est là-dedans, Galilée est là, paquet de monde, Kepler, les lois de Kepler sont expliquées là. Et vous savez qu'on a même été en mesure de mesurer la circonférence de la Terre dans le temps des Grecs. Hein? Ah. Et on était arrivé, je pense, avec une erreur de 5 %. C'est pas beaucoup. Là. C'est vraiment pas beaucoup. Là. Alors, les gens, ça, c'est notre deuxième salle. Alors, c'est une très belle exposition. Il y a aussi beaucoup d'informations. Alors, s'il y a des gens qui sont passionnés d'histoire, eh bien, c'est la place à venir pour venir découvrir toute l'histoire de l'astronomie depuis 2500 ans.
monsieur de Saint-Félicien a construit il y a plus que 20 ans, OK. qui, lui, est déménagé depuis déjà 7 ans, et que la personne qui l'avait acheté, ben lui, il a déménagé l'année passée, et il nous l'a légué. OK. Et il y a environ une dizaine de pieds de diamètre, et on est capable de rentrer environ en même temps 10 personnes. Et nous, ben, on a refait tout le revêtement extérieur, on a refait la porte. Alors ça, c'est un monsieur qui l'a fait tout seul. Ça. Il a fait tous les mécanismes, là, c'est tout lui qui l'a fait. Alors c'est ça. Et naturellement, il tourne aussi comme ça. Parce que c'est évident, la seule place où on peut regarder, c'est par cette trappe-là. Alors c'est sûr que là, je ne l'ai pas fait ouvrir au complet. C'était quand même assez long. Et bon, ça tourne. Alors, quand s'il n'y avait pas de nuage, on aurait pu regarder la Lune. Là, on est capable de le faire tourner pour positionner le dôme au bon endroit. Et ce télescope-là, et c'est ça qu'on essaie de faire avec... Lui à l'intérieur? Celui qui est à l'intérieur, celui que Dolbeau nous a donné. On veut le rendre autonome. Alors, lui, il y a une manette, puis cette manette-là, avec l'ordinateur qu'il y a dans la monture ici, il y a 40 000 objets qu'on peut aller voir. OK. Mais, on va être franc, quand on aura regardé une centaine, ça sera déjà pas mal pour la grosseur du télescope, parce que, bon, les compagnies mettent 40 000 objets, mais ils savent fort bien que la majorité du temps, c'est pas possible d'aller voir ça. Mais de toute façon, quelqu'un qui aurait 100-150 objets qui pourrait aller voir, ça serait déjà beaucoup. Et avec ça, bien, si je voulais trouver la Lune, mettons que comme cet après-midi, ça aurait été possible, j'aurais pitonné la Lune et j'aurais pesé Go, puis ça serait déplacé tout seul. OK. Et il aurait trouvé la Lune. OK. Alors, ça prend un télescope comme ça quand même, là. Et on peut voir, ça veut dire ça prend un télescope comme ça avec une technique au niveau électronique, là, pour être en mesure de faire une soirée que faut pas que tu commences à chercher tes objets quand tu as du monde qui attend. Déjà que s'il y a 10 personnes ici, chacun passe à l'auriculaire ici en arrière, bien déjà là, c'est long. Hein? C'est pour ça qu'il faut que ce soit quand même assez rapide. Et on voit tout de suite quand même que le gros télescope là-bas, il n'aura pas fait ici parce qu'ici, c'est pas assez grand. Non. Donc, on vous remercie beaucoup, M. Boivin, de nous avoir fait découvrir votre planétarium. Puis aussi, on vous souhaite une belle continuité pour les années à venir. Oui, je vous remercie. Et on invite la population, s'ils veulent venir à l'automne, mois de septembre, octobre ou novembre, eh bien, on a juste à appeler au numéro qu'on voit ici sur l'affiche et on se fera un plaisir de les recevoir. Parfait. Donc, on invite la population à venir vous voir. Puis merci beaucoup. Merci. Les luminaires ont évolué. Optez pour les nouveaux luminaires homologués Energy Star. Ils consomment jusqu'à 75% moins d'énergie. Encore tu sais? La philosophie des amphithéâtres, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Ouais. Les amphithéâtres ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amphithéâtres supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir.
Dans la vie, il y a des machines qu'on contrôle et des machines qu'on ne contrôle pas. Rien ne peut augmenter les chances de gagner. C'est toujours le hasard qui décide. Visitez le jeu-doit-rester-un-jeu.com. L'Association des amputés de guerre rend hommage aux anciens combattants. Excusez-nous, Herr Schickelgruber raconte les aventures extrêmement pénibles de jeunes hommes qui ont pris part à la Seconde Guerre mondiale. Cet ouvrage leur donne vie, relate leurs exploits avant leur enrôlement ainsi que sur les champs de bataille et dépeint leur milieu familial. L'horreur du jour J et la marche incessante sur l'ennemi constituent la toile de fond du tableau que l'auteur dresse de la ligne de tir. Durant les manœuvres, on a compris ce qui nous attendait. Des troupes sans expérience allaient oser fouler le sol de l'Europe de Hitler. 6 juin 1944. Les Canadiens mettent le cap sur une bande de sable des côtes normandes, dont le nom de code est Juno Beach. Le jour J sera leur baptême du feu. L'ennemi arrose de ses balles les Canadiens qui descendent des barges d'assaut. Des hommes s'effondrent en voulant traverser la plage à découvert, mais le gros des troupes ouvre une brèche et vient à bout des barbelés. Il faudra 2 heures de violents combats pour briser la ligne de défense allemande. Le jour J met un terme à ce que beaucoup croyaient impossible. Les forces américaines, britanniques et canadiennes imposent leur présence dans l'Europe occupée. Les Canadiens avancent de 10 km dans les terres. C'est la plus grande percée de la journée. Cliff Chadderton est bien connu de la plupart des Canadiens. Depuis la fin de la guerre, il a consacré sa vie à la défense des droits des anciens combattants et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes amputées. Les expériences qu'il décrit dans Excusez-nous, Herr Schickelgruber sont effrayantes, amusantes, tragiques et prodigieuses. Vous n'oublierez jamais ce récit.